Vous avez toujours rêvé d'être propriétaire, mais malheureusement vous n'avez pas les fonds nécessaires? J'ai la solution à votre problème. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler d'investissement dans l'immobilier et d'investissement boursier. Et oui, c'est possible de combiner les deux. Je vais donc vous expliquer comment dans cette vidéo. Vous verrez que c'est assez simple, mais que comme tout investissement, il vous faudra bien vous renseigner et bien étudier chaque compagnie auquel vous êtes intéressé. Ne foncez pas tête baissée parce que vous entendez plus parler d'une que de l'autre. Quand certaines compagnies sont trop populaires, ce n'est pas forcément que pour du positif. Je voulais aussi rajouter un petit point ici avant de commencer. Vous avez sûrement déjà pu le constater dans mes précédentes vidéos, mais j'emploie beaucoup de termes techniques en anglais au lieu du français. Je m'en excuse par avance si c'est quelque chose qui vous dérange. C'est juste que vivant à la partie anglophone du Canada, c'est plus facile pour moi, et aussi car beaucoup de documentation fournie par les sociétés, malgré qu'elles soient canadiennes et devraient fournir les deux versions, la majeure partie du temps, ce ne sont que celles en anglais qui sont disponibles. Donc, le plus simple pour moi est de directement employer les termes anglophones. Promis, dès que j'en ai la possibilité, je vous mettrai les documents en français si je les trouve. Maintenant, place au speech habituel. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner aussi à ma chaîne. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche, ainsi vous seriez notifié à chaque nouvelle publication de vidéo. Et si vous avez un peu de temps, de laisser aussi un petit commentaire. Ça ferait plaisir. Merci d'avance. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit précédemment, on va parler d'investissement dans l'immobilier et dans la bourse. Pour faire les deux en même temps, il faudra se tourner du côté des FPI. Un FPI, ou Fonds de placement immobilier, ou REITs en anglais, pour Real Estate Investment Trust, est une société d'investissement immobilière publique ou privée, cotée en bourse, qui détient, gère et entretient des biens immobiliers. Acheter une action d'un REIT, c'est comme acheter une part d'un parc immobilier détenu par une grosse compagnie immobilière qui peut louer des logements, des bureaux, des commerces, des locaux industriels, des maisons médicales, des prisons, etc. Tous les loyers perçus par cette société immobilière sont reversés aux actionnaires de ces sociétés sous forme de dividendes, et ce mensuellement, comme le sont les loyers habituels. En gros, posséder un REIT permet d'investir dans l'immobilier sans avoir les soucis et les prises de tête d'être propriétaire ou de gérer des immeubles. Avant d'aller dans la partie un peu plus technique, voici un peu d'histoire. Les REITs ont été créés en 1960 par le Congrès américain pour donner à tous les investisseurs individuels l'opportunité d'investir dans l'immobilier à grande échelle. Au Canada, ils existent depuis 1993 et ont subi une modification majeure en 2007 après des réformes adoptées sur la loi de l'impôt sur le revenu du Canada. En France, ils ont vu le jour en 2003 sous le nom de Société d'investissement immobilier cotée ou SIIC. Je vais vous parler maintenant de comment ça se passe, comment ça fonctionne au Canada. Le gouvernement canadien offre la possibilité aux REIT de bénéficier davantage sur les impôts. En gros, il ne paie pas d'impôts sur les bénéfices qu'il reverse aux actionnaires, seulement sur ceux qu'il garde. C'est donc pour cela qu'on peut voir des payout ratios entre 70 et 95%, contrairement aux actions normales. Voici quelques autres exigences demandées par le gouvernement pour avoir le droit à ce rabattement d'impôts. Avoir 90% ou plus des revenus qui proviennent de loyers de biens immobiliers, d'intérêts de prêts hypothécaires ou de gains faits sur des plus-values après revente de biens. 75% ou plus des revenus doivent provenir de biens immobiliers situés au Canada. Et 75% de la valeur marchande totale du portefeuille doit provenir d'actifs situés au Canada. À cause, ou plutôt grâce à toutes ces exigences, au Canada, il n'y a que 36 REITs qui sont publics dans 8 secteurs différents. Je vais mettre la liste de ces REITs par secteur à la suite, donc si vous la voulez pour vos recherches, arrêtez la vidéo et faites une photo de votre écran. Les 8 secteurs sont donc les bureaux, les centres commerciaux, les commerces divers, les hôtels, les industries, les logements, les maisons médicalisées et les autres. Voici une petite liste non exhaustive des points positifs à investir et posséder des REITs. Premièrement, on n'a pas besoin d'avoir un apport en cash de malade. Avec moins de 50 $, on peut être propriétaire d'une part d'un REIT. Deuxièmement, pas besoin non plus de devoir être accepté par les banques pour avoir un prêt hypothécaire. Troisièmement, on peut vendre son REIT à tout moment et récupérer son argent presque instantanément, contrairement à vendre un bien immobilier qu'on possède. Quatrièmement, les REITs sont des placements sûrs. Tout le monde doit payer son loyer un jour ou l'autre. Même si actuellement avec la crise du Covid ça a un peu ébranlé certaines compagnies, ça reste toujours quelque chose de stable et sûr sur le long terme. Le commerçant qui ne peut plus payer son loyer se verra dans l'obligation de mettre la clé sous la porte et quitter les lieux, et un autre commerçant prendra sa place. Même si ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça se fera si c'est un lieu recherché.
Donc surtout, comme pour toute action que vous voulez acheter ou comme pour l'achat d'un bien immobilier, faites vos recherches au préalable pour savoir dans quoi les compagnies sont spécialisées, les endroits où elles sont présentes, la fréquentation des lieux. Cinquièmement, posséder des REITs, c'est avoir des revenus stables qui tombent tous les mois. C'est un peu comme les dividendes, sauf qu'on appelle cela des distributions. Car les REITs versent presque la totalité de leurs profits tous les mois, donc c'est un peu différent des dividendes de base. Et tout ça sans avoir à réclamer auprès de ses locataires ou avoir à se lever en plein milieu de la nuit pour aller fixer les toilettes bouchées. Sixièmement, les REITs sont des placements diversifiés. Comme je l'ai dit précédemment, il y a 8 secteurs possibles ici au Canada. Septièmement, investir dans des REITs, c'est avoir la possibilité d'investir dans l'immobilier partout dans le monde, sans bouger de chez soi. Maintenant, parlons des points négatifs. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est qu'en reversant la quasi-totalité de ces gains, les REITs n'en ont pas beaucoup d'argent de côté pour financer leur croissance et donc voir leur prix augmenter. Donc si vous investissez dans des REITs en pensant faire des plus-values, vous pouvez oublier de suite. Ce genre d'investissement n'est donc pas fait pour vous. Le deuxième point négatif, c'est que le taux d'endettement des REITs est assez élevé. Pour grossir leur parc immobilier, ils doivent emprunter de l'argent aux banques et s'ils n'arrivent pas à louer leurs locaux, ça peut être très problématique. Pour le troisième point négatif, comme je l'ai dit juste au-dessus, les REITs empruntent de l'argent aux banques pour pouvoir grossir. Donc, les taux d'intérêt de ces banques sont aussi quelque chose à prendre en compte. En cas de hausse, les dividendes seront les premiers impactés. Et ensuite, les investisseurs pourraient aussi aller voir ailleurs, et alors là, la valeur du prix du REIT pourrait se casser la figure. Le quatrième point négatif, c'est que certains secteurs sont cycliques, comme les hôtels. Les gens voyagent plus quand l'économie est en croissance. Donc les REITs de ce secteur sont donc moins stables que comme par exemple ceux qui sont spécialisés dans le logement. Le cinquième et dernier point négatif, c'est que les dividendes reçus de ces REITs sont des loyers et perçus comme tels aux yeux du gouvernement. Donc ils ont un taux de taxation plus important que le dividende lambda. Je vais en parler un peu plus en détail par la suite. Pour savoir comment choisir le bon, il y a plein de paramètres à prendre en compte, comme pour tout achat boursier. Rien n'est sûr et le prix peut chuter à tout moment, et vous pouvez tout perdre. Le premier point à vérifier, c'est si le gestionnaire de ce REIT possède une grosse part dans la société. Si c'est le cas, il sera alors plus enclin à éviter tout arrêt ou diminution de paiement des dividendes. Ensuite, regardez qui sont les locataires, le taux d'occupation des locaux, la durée des baux, la qualité des immeubles, le taux d'endettement, l'emplacement des biens immobiliers et sa présence sur la totalité du territoire ou non. Sur des actions normales, on regarde le payout ratio pour connaître le ratio de distribution de dividendes. Sur les REIT, c'est un peu différent. Ce qu'on regarde, c'est le pourcentage ou ratio de distribution de fonds provenant de l'exploitation, ou FFO Payout Ratio, et FFO veut dire Funds from Operations. Il peut être calculé, mais le mieux c'est de regarder les rapports financiers fournis par les compagnies. C'est plus simple. Ce pourcentage doit être élevé, entre 70 et 90%, c'est ce qu'il y a de mieux. Proche de 100%, faut se méfier. Comme pour les actions normales, une compagnie qui donne la totalité de son profit ou plus, ça peut être dangereux, même pour les REITs. Pour voir le niveau d'endettement d'un REIT, il faut regarder son LTV, Loan to Value. Plus le chiffre est faible, mieux c'est. Mais en règle générale, inférieur à 0,7%, c'est un bon point. Il se calcule en prenant le montant de la dette divisé par le montant du capital et en le multipliant par 5. Mais vous pouvez aussi le trouver sur Yahoo Finance ou tout autre site de ce genre. Vous pouvez aussi lire des articles sur les sociétés en question, concernant leurs projets futurs, leurs solutions face à la crise qu'on vit actuellement, leurs finances, etc. Si vous avez aussi la possibilité de lire ou voir des vidéos des gestionnaires pour connaître leur vision passée, présente et future sur leur compagnie, c'est un bon point. Je sais que ce n'est pas forcément quelque chose que je devrais dire et faire, mais on peut juger une personne si elle est humble ou si elle a le melon, suivant comment elle fait ses discours face à une caméra. Donc vous pouvez aussi utiliser cela pour voir si vous aimez ou pas le gérant de ces sociétés. Maintenant, parlons imposition. Si vos REITs sont détenus dans un TFSA ou un RRSP, vos dividendes, ou plutôt vos distributions, seront traités comme n'importe quel autre dividende d'action normale, c'est-à-dire exempt d'impôt. Par contre, à l'opposé, si vos REITs sont détenus dans un compte non enregistré, c'est-à-dire de base et taxé, les dividendes, ou plutôt distributions, issues de ces REITs seront taxés différemment des dividendes normaux. Il existe différents types de revenus versés par les REITs. Si on prend l'exemple du REIT Granite, on peut donc voir comment sont composées leurs distributions et la répartition des différents revenus entre les revenus locatifs, les plus-values issues de vente de biens immobiliers, les revenus issus de propriétés en dehors du pays et les réductions du prix de base rajusté. Chacun de ces revenus seront taxés différemment. Quand ce sera le moment de faire votre retour de taxe, votre broker vous fera parvenir ou enverra directement à Revenu Canada
les documents nécessaires pour faire votre déclaration d'impôt. Pour les dividendes classiques, c'est le formulaire T5, alors que pour les distributions issues des REITs, c'est le formulaire T3 ou R16 au Québec. Voici à quoi ressemble un T3. Vous pouvez le trouver sur le site officiel de l'Agence du revenu du Canada. Faites attention, tous les ans, il est mis à jour. Je vous mets le lien dans la description. Si après avoir tout étudié, vous avez enfin trouvé le ou les REITs parfaits, ne regardez pas tous les jours comment il va. N'oubliez pas que ce genre d'investissement est pour du long terme, avec des hauts et des bas. Soyez patient et tolérant comme vous le seriez avec un locataire dans un de vos biens immobiliers. Et n'oubliez pas qu'au final, ce qui importe le plus, c'est que vous devriez voir apparaître tous les mois ce cher dividende sur vos comptes en banque. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous en savez un peu plus maintenant sur l'investissement immobilier dans la bourse, si je puis dire. Personnellement, je détiens quelques REITs. Si vous avez regardé la série de vidéos sur mon portefeuille boursier, vous devriez déjà le savoir. Mais dans les semaines à venir, je ferai une vidéo plus en détail sur quelques REITs en particulier. Donc, restez à l'écoute. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.